Bonjour, alors dans le quotidien d'aujourd'hui, nous allons décrypter le rôle des médias dans l'affaire Dreyfus. Pour commencer, nous allons revenir sur l'affaire Dreyfus en elle-même. Tout commença rue de Lille à Paris, à l'ambassade d'Allemagne en 1894. Madame Bastian, la soi-disant femme de ménage de l'ambassade, est en fait une espionne du service secret français. Son rôle en réalité est de vider les poubelles du bureau des membres de l'ambassade afin de les ramener au commandant français Henri. En septembre 1894, une lettre appelée le bordereau est retrouvée déchirée en 6 morceaux. Cette lettre est adressée à l'attaché militaire allemand en Allemagne, Max von Schwappertz-Koppen. Le bordereau fait état de documents militaires français confidentiels. Le ministre de la Guerre français ordonne donc l'ouverture d'une enquête et très vite, le capitaine Alfred Dreyfus est mis en cause. L'État français justifie son accusation car Dreyfus est en place à l'état-major de l'armée et a donc accès à de nombreux documents confidentiels comme celui trouvé par Madame Bastian. De plus, il est alsacien et parle donc allemand. Naturellement, le capitaine Dreyfus nie les faits, mais personne ne le croit. Il se défend en prouvant que son écriture ne ressemble absolument pas à celle du bordereau, mais on l'accuse donc d'auto-forgerie, étant un principe de modifier exprès son écriture. Il est donc arrêté le 15 octobre 1894, il continue à nier les faits. Malheureusement, il est quand même incarcéré dans le secret. Quelques semaines après, un journal antisémite, et donc contre Dreyfus, appelé La Libre Parole, dévoile l'affaire au grand public. Cela marque le début de l'antisémitisme en France, qui prendra de l'ampleur dans toute la France. Notre historienne Madame Zabi va nous en dire plus sur cette une antisémite. Ce journal, La Libre Parole, est un journal nationalisme et antisémite créé en 1892 par le journalisme et polémisme Édouard Drummond. Ce journal connaît un grand succès car en effet c'est le premier journal à avoir révélé l'arrestation de Dreyfus. Il est également connu pour ses nombreuses caricatures sur cette affaire. La première une de journal que nous allons étudier est datée du 10 novembre 1894. Sur cette une, on peut voir une caricature qui met en scène le journaliste Édouard Drummond jetant dans les égouts Dreyfus, qui est lui représenté avec un casque d'allemand pour montrer sa trahison envers la France. En arrière-plan, on voit l'armée qui regarde la scène sans rien faire. Cette une met en avant que Dreyfus est un traître aux yeux de ce journal. Dreyfus est également représenté comme un rat, jetant dans les égouts sans état d'âme, ce qui prouve bien que ce journal est anti-Dreyfusard et invite ses lecteurs à avoir une image péjorative de ce personnage. Après l'arrestation de Dreyfus, le frère du capitaine, Mathieu Dreyfus, met tout en œuvre en embauchant les meilleurs avocats afin de le disculper. Lors de son jugement, l'armée essaya de prouver son accusation en donnant un dossier militaire confidentiel à la justice, ne pouvant ni être ouvert ni lu. Ce dernier contiendrait soi-disant 4 preuves de la culpabilité du capitaine dans l'affaire. Dreyfus sera donc condamné et emprisonné. Avant son départ, le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire et devant 24 000 autres personnes, on lui arrache ses insignes, ses galons, et on lui casse son sabre. Ce dernier tenta encore de se déculpabiliser en criant haut et fort « Soldats, on dégrade un innocent, soldats, on déshonore un innocent, vive la France et vive l'armée !» Il embarque ensuite pour l'île du Diable, au large de la Guyane, dans des conditions épouvantables et y reste de nombreux mois. En France, son frère se bat toujours pour le capitaine et crée le groupe des Dreyfusards. L'armée prend donc peur et fabrique encore de fausses preuves, car oui, le dossier clos transmis auparavant à la justice concernant les 4 preuves de Dreyfus dans l'affaire se révélera finalement vierge. Plus tard, et bien trop tard, le lieutenant-colonel Georges Picquart se penche sérieusement sur l'affaire Dreyfus et retrouve le vrai coupable ayant écrit le bordereau, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Cependant, l'état-major de l'armée ne le reconnaît pas afin d'éviter l'erreur de justice et Georges Picquart sera emprisonné en Tunisie dans le silence. Le vrai coupable sera acquitté et s'exilera en Angleterre et vivra la fin de ses jours paisiblement. L'affaire s'accéléra avec Émile Zola faisant partie des Dreyfusards qui utilisera sa popularité afin de défendre Dreyfus. Le 1er janvier 1898, le journal L'Aurore publiera une lettre d'Émile Zola adressée au président de la République Félix Faure, nommé J'accuse, d'où le nom du dernier film de Roman Polanski, reprenant justement l'histoire de l'affaire Dreyfus. Dans cette lettre, Zola dément toute responsabilité de Dreyfus et accuse un tas de personnes. L'historienne Mola va nous en dire plus sur cette une. Ce document est la première page de l'édition du 13 janvier 1898 du journal de l'Aurore, ayant pour gros titre J'accuse, nom de la lettre ouverte écrite par Émile Zola au président de la République, Félix Faure.
Cette lettre permet donc de relancer l'affaire Dreyfus au moment où le véritable coupable, le commandant Esterhazy, est acquitté. Ce document représente le pouvoir de la presse sur l'opinion publique et son influence indéniable. Zola finit par être condamné pour diffamation de l'armée, mais au moins il aura atteint son but d'annoncer la vérité à la population. Le 7 août 1899, Dreyfus revient sur le continent et est de nouveau condamné à 10 ans de prison, puis on finit par lui proposer la grâce qu'il accepte. Il sort donc de prison le 21 septembre 1899 et retourne dans l'armée en 1906, puis participe à la Première Guerre mondiale et meurt en 1935. Dans un instant, nous allons rejoindre encore une fois notre historienne Madame Zabi pour comprendre le rôle des médias dans le déclenchement de l'affaire Dreyfus, mais juste avant, nous allons revenir sur la loi du 29 juillet 1881. Cette loi est une loi française adoptée le 21 juillet 1881 sous la Troisième République définissant les libertés et responsabilités de la presse française. Cette loi est considérée comme le texte fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Grâce à cette loi, les médias vont être plus libres. À vous, Madame Zabi. En 1881, sous la Troisième République, est promulguée la loi de la liberté de la presse. Cette loi va permettre l'affirmation d'une opinion publique. C'est dans ce cadre que le tournant du siècle est marqué par le développement de la presse. Grâce à son petit prix, le journal devient le médiateur entre citoyens et pouvoir public. Dans l'affaire Dreyfus, les médias ont un rôle d'informateur, car en effet, ils véhiculent les opinions antagonistes des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. C'est ainsi que la presse écrite va se bipolariser, car chaque journal supportera un camp. La seconde une, datée du 17 novembre 1894, est une caricature mettant en scène deux personnages. On peut voir un personnage dessiné avec tous les clichés des juifs, comme par exemple un nez imposant mais également de grosses oreilles. Ce personnage est en train de nettoyer le mot « traite » avec de l'argent sur le front de la caricature de Dreyfus. Il y a également un sous-titre en bas de cette une qui dit « Savonnage infectieux, juif chez nous en France, le sang aussi lave une tache comme celle-là ». Ce qui laisse entendre à celui qui lit le journal que les juifs ne sont pas de vrais Français. Cette une est encore un exemple que la presse oblige le lecteur à penser comme elle. Pendant l'affaire Dreyfus, la presse écrite se lance en quête de l'opinion publique. Elle se met donc à véhiculer des opinions des anti-Dreyfusards et de leurs antagonistes, les Dreyfusards. Par conséquent, cela permet la formation d'opinions radicales ainsi qu'à segmenter la population concernant l'affaire. La presse fait office de tribune pour chaque camp et occupe donc une place essentielle dans la crise. Cette affaire se retrouve révélée et communiquée à tous par la presse. Par exemple, en novembre 1894, la Libre Parole, donc un journal d'extrême droite, révèle que le capitaine Dreyfus a été inculpé pour trahison par l'état-major. Globalement, la presse écrite est hostile à Dreyfus et quelques titres se retrouvant à la une de certains numéros alimentent une opinion nationaliste, voire antisémite. On notera par exemple le journal La Libre Parole, un journal politique et antisémite français fondé en 1892 par le journaliste Édouard Drumont. Et donc le journal La Libre Parole a obtenu un succès considérable en devenant la principale institution antisémite à Paris. Par conséquent, nous pouvons distinguer la presse d'information, qui se veut neutre, de la presse d'opinion publique très influente, qui soutient et prend des engagements en fonction des idéologies et des valeurs défendues. On peut donc dire que la presse a participé en quelque sorte à l'affaire Dreyfus en lui donnant un retentissement médiatique considérable, en mobilisant l'opinion et en la divisant, même si une partie conséquente des Français, encore majoritairement rurale, montre peu d'intérêt pour l'affaire. Et donc, par quels moyens la presse permet-elle de forger des opinions ? Grâce au nombre croissant d'alphabétisés en France, la mise en place de la liberté de la presse ainsi que la liberté d'expression, la presse se doit d'évoluer de son côté en développant des techniques efficaces de vente et de persuasion adaptées à un public bien plus large qu'avant. Le but étant de défendre leurs intérêts et idéologies de manière efficace tout en vendant le plus d'exemplaires. Pour cela, bon nombre de journaux ont adopté la solution de la caricature, une forme d'illustration humoristique parfois politique qui exerce une fonction rhétorique, car elle aide à véhiculer des messages persuasifs et des positions politiques. Le rôle du caricaturiste n'est donc plus réellement d'informer, mais plutôt de donner une interprétation des événements à sa manière. Très vite, le dessin et la caricature deviennent un membre à part du vocabulaire journalistique. Les juifs sont ainsi souvent représentés avec un nez crochu et un air fourbe, comme nous avons pu le voir lors de l'affaire Dreyfus. Ces campagnes de presse ont souvent été très violentes dans les mots et dans les images, à l'instar de celle contre Zola après la publication de J'accuse. Ce document est la 4e caricature d'une longue série d'illustrations à but satirique intitulée Le Musée des Horreurs, dessinée par Victor Lebeux.
le but étant de montrer l'immoralité de la cause des Dreyfusards et leur rôle quant à l'affaiblissement de la France. On peut y remarquer Zola avec un corps de porc tachant la carte de la France, qui symbolise probablement une trahison ou une dégradation de l'image de la France, avec du caca international, que l'on peut assimiler à son soutien pour Dreyfus et à la réalisation de J'accuse. La caricature est donc un média jouant un rôle très important lors de l'affaire Dreyfus, puisqu'elle constitue un moyen influent de communiquer et répandre une opinion. Parmi ses opposants à la révision du procès Dreyfus figurent également des journaux catholiques comme La Croix ou Le Pèlerin et des journaux nationalistes qui sont souvent aussi antisémites. L'unité de ce mouvement résulte également d'un rejet du système parlementaire mis en place à cette période, système qui est prétendu corrompu et livré aux juifs et socialistes, formant un complot contre la France selon ces journaux. Du côté du camp des Dreyfusards, on assiste également à un réveil des intellectuels concernant l'affaire. Le 13 janvier 1898, Émile Zola, avec le soutien de Georges Clemenceau, publie la célèbre lettre au président de la République « J'accuse » dans le journal de l'Aurore, en exigeant une révision du procès. Cette lettre ouverte a été publiée à 300 000 exemplaires, soit 10 fois plus que la diffusion habituelle. Suite à cette lettre, Georges Clemenceau publie une pétition signée par 3000 intellectuels soutenant Dreyfus, et J'accuse a permis de convaincre le socialiste Jean Jaurès, alors anti-Dreyfusard, qui publie à son tour une série d'articles intitulés L'épreuve, en 1898 dans le journal La Petite République pour défendre Dreyfus. Très vite, l'affaire Dreyfus devient un sujet de discorde et de polémique pour les citoyens français qui se passionnent et se querellent autour de la question, ainsi divisés en deux camps distincts. On pourra dès lors mentionner le dessin caricaturé de Carandache intitulé Un dîner en famille, paru dans Le Figaro du 14 février 1898, qui illustre la division des Français. Donc en légende en haut, on lit surtout Ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, et en bas, Ils en ont parlé. Bon bah voilà, j'espère que vous en saurez plus sur les médias et l'affaire Dreyfus, puis on se dit à demain pour une nouvelle édition.